Donc je vais essayer de vous parler de la ponction transapicale percutanée directe, mais je n'en ai jamais fait personnellement et je peux vous livrer que des données de la littérature et j'espère qu'on pourra échanger avec des gens qui en ont fait, même si c'est pas un nombre conséquent d'abord. Donc quand je me suis penché un petit peu sur le problème, je me suis dit piquer directement le cœur à travers le thorax, c'est quelque chose qui doit être relativement récent avec les moyens de surveillance et de planification à l'heure actuelle. Et en fait, pas du tout. Les ponctions transventriculaires commencent dans les années 1936 avec des ponctions parasternales gauche. Donc après en 1949, on y voit un intérêt diagnostique en cardiologie. 1951, c'est les ponctions souxiphoïdiennes. Et 1954, description des premières complications de ces ponctions dans la littérature. Donc, quand on regarde un petit peu les premières études des ponctions transapicales, c'est Brock qui décrit cette ponction transventriculaire pour aller évaluer les sténoses aortiques. Donc, il décrit ça comme on aurait pu le décrire en son temps. Radiographie du thorax, il explique qu'il faut prendre une angulation de 35 degrés, viser le deuxième espace intercostal, enfin le bouton aortique, et il ponctionne. Et même dans son article, il conclut que en fait, ça ne perturbe pas trop le patient, pas plus que la ponction artérielle brachiale. Donc quand on regarde un petit peu à l'ère moderne, donc les premiers, on va dire, séries conséquentes, donc c'est cette série 2003 publiée dans ICI, 38 patients avec valve méca-aortique et mitrale, pas d'essai, 5% de complications majeures, enfin hémothorax et hémopéricarde, et c'était uniquement du diagnostic. Donc en 2011, on commence, aux alentours des années 2010, on commence à avoir les premières procédures interventionnelles par voie transventriculaire. Donc pour la procédure, ils mettent une pigtail temporairement dans le ventricule, ils se repèrent avec la scopie et ils piquent. Donc ils ont fait 2 patients pour ponction transeptale impossible et valve mécanique et aortique. Pour des fuites paravalvulaires, donc salibride, ETO, introducteur de 5 French maximum. Héparine quand même pour avoir un ACT à 200, protamine, compression manuelle en fin de procédure et reprise de l'anticoagulation à 4 heures. Un hémothorax, un patient sur 2 qui s'est compliqué avec nécessité d'une reprise chirurgicale. Donc ensuite il y a cet article de 2010, donc 32 patients entre 2002 et 2009, 13 patients ont été pris pour des fermetures de fuites paravalvulaires avec un taux de complication de 25%, donc 6 hémothorax ont nécessité un drainage. Et enfin, la série la plus aboutie et la plus safe de la littérature, donc 2011, 28 patients, 32 procédures entre 2008 et 2010, 26 patients traités pour des fuites paravalvulaires et 2 patients traités pour des pseudo-anévrismes post-infarctus. Donc 12 patients avec 2 valves, donc 9 avec 2 valves mécaniques et après 2 avec 2 valves biologiques et un patient avec une de chaque. Donc en fait, il réalise une planification très minutieuse de la procédure avec des reconstructions au scanner multiplans qui permet de prédire l'angulation de la ponction, hein, qui est illustrée ici. Donc sur la fin de leur étude, ils ont eu accès à un logiciel de fusion pour 5 patients. C'est une ponction qui a été faite sous contrôle échographique. Le poumon gauche qui parfois peut recouvrir l'apex, comme c'est illustré à cet endroit-là, pouvait être déflaté par l'anesthésiste avec une intubation sélective lors de la ponction. Coronographie pour repérage de l'interventriculaire antérieur et les introducteurs transapicaux qui ont été mis étaient entre 5 et 12 French. Donc ça c'est pour vous illustrer le système de fusion où en fait ils ont placé les repères sur la reconstruction 3D, 3, 2, hop, et on voit le cathéter qui passe exactement en angiographie par ces points-là. Ça semble assez plaisant comme logiciel et comme façon de faire l'abord. Donc la technique de fermeture pour les intro 5 French, ils n'ont rien mis. Pas de complications dans ce groupe-là. Et pour ce qui était entre 6 et 12 French, ils ont utilisé des fermetures, des systèmes de fermeture. Il y a un patient qui a bénéficié de 2 coils, un patient qui a bénéficié d'une prothèse CIV de 6 mm, et enfin la majorité des patients ont bénéficié d'un ADO1 pour fermeture de cet abord transapical. Et avant de retirer l'introducteur et de larguer la prothèse, il faisait une injection de produits coagulants.
Donc pour les petits introducteurs, pas de complications. Un hémopéricarde pour les autres ne nécessitant pas de drainage. Et par contre, il y a un patient qui est décédé sur une dissociation électromécanique avec une HTAP suprasystémique. Donc voilà, il y a 2 patients qui ont eu 2 procédures et 2 patients avec 2 ponctions transapicales, c'est ce qui est illustré à ce niveau-là. Donc quand ils analysent un petit peu leur série, ils ont fait 3 groupes en fait. Le premier groupe où ils étaient partis pour faire une ponction transeptale et après ils ont converti en ponction transapicale. Le deuxième groupe où ils ont fait ponction transeptale et transapicale. Et le troisième groupe où ils ont fait que la ponction transapicale percutanée directe avec une diminution croissante du temps de procédure et du temps de scopie. Follow-up à 33 mois, pas de complications et pas de décès. Enfin, si ce n'est le patient qui est décédé en procédure immédiate. Et quand ils sont comparés à leur expérience globale, ils ne rapportent pas exactement le nombre de patients qu'ils ont fait dans ce colonne-là, mais ils estiment qu'il y a une diminution de 35% du temps de scopie. Donc en conclusion, ça semble faisable avec peu de risques si la procédure est bien préparée, bien planifiée dans un environnement médico-chirurgical, avec une diminution du temps de procédure et de scopie, et avec une nécessité d'une prothèse d'hémostase si l'introducteur est supérieur à 6 French. Et enfin, je vais vous montrer un petit cas clinique, enfin une petite illustration d'un patient qui a présenté une complication tardive d'un abord transapical. En l'occurrence, ce n'était pas une fuite paravasculaire, c'était une valve mitrale par voie transapicale. Donc on voit qu'il y a un petit souci là. Donc ça, c'est le scanner 3D avec une reconstruction où on voit l'anévrisme apical qui est assez important. Juste pour l'histoire complète de ce patient, il avait présenté une endocardite infectieuse sur la bourse transapicale et on voit que le fil de la bourse est à cet endroit-là. Donc il a été stérilisé et après on l'a pris au cathé pour aller fermer ce faux anévrisme apical. C'est juste de vous faire dérouler. Bon. Grossièrement, on a mis une coronaire droite assez facilement dans le faux anévrisme. On a mis un supercif dans le faux anévrisme. Donc là, on voit la sapiens apicale, mitrale, pardon. Et enfin, on a déplié une prothèse de CIA de 24 mm. Donc là, c'est le largage complet de la prothèse. Et par contre, le résultat était quasiment immédiat. Hop, pardon. J'ai un petit bug. Donc ça, c'est une injection de contrôle au niveau de la gaine, par la gaine. Et en fait, à 10 minutes post-procédure, on voit qu'il y a du sludge qui apparaît déjà dans le faux anévrisme. Et ça, c'est le scanner de contrôle à 3 mois qui montre qu'il n'y a plus de passage. Je vous remercie. Merci bien. On va peut-être passer rapidement aux questions parce que le temps presse. Je vais simplement faire une remarque. La voie apicale de cette procédure n'a rien à voir avec la voie apicale du TAVI parce que c'est des malades multi-opérés. Donc la pointe du cœur, on la sent sous la peau. Dans le 6e espace, il n'y a même pas besoin de faire d'autres explorations que de palper l'espace et piquer. C'est vrai que c'est tentant de piquer la pointe parce que je crois qu'il n'y a aucun risque. Sinon, faire une incision de quelques centimètres, je ne crois pas que ça soit dangereux. Il n'y a pas besoin de sonde d'intuber, faire une intubation sélective de ces malades parce que c'est quand même assez lourd. Ça peut même se faire sous anesthésie locale, je pense. Alors, moi, je vous livre ce que j'ai trouvé dans la littérature et les différents aspects. Après, c'est vrai que pour ces fuites, l'anesthésie locale n'est pas envisageable, sauf si on fait de la CUNAV, mais on a toujours besoin de l'ETO pour nous guider. Et après, ça reste une sécurité, enfin, j'imagine d'avoir une AG. Et c'est vrai, par contre, la ponction percutanée directe, bien planifiée, semble très... on a envie d'essayer. L'autre examen, on n'a pas beaucoup parlé pour le réparage, c'est le scanner. Le scanner 3D, en prenant des images 3D de reconstruction, on arrive aux mêmes images que celles que Lucie Louyel nous a montrées pour repérer
les déhiscences. C'est exactement le sens du papier. Il livre le scanner comme l'examen, on va dire, principal sur lequel il s'appuie pour planifier la procédure. Et enfin, la troisième remarque, c'est que les succès qu'on voit là, après fermeture de fuite périvalvulaire, il faut les relativiser avec le temps, parce que chirurgicalement, il y a des succès aussi, mais c'est souvent 2-3 ans après qu'il y a des nouvelles désinsertions, parce qu'il n'y a plus de paroi, il n'y a plus d'anneau mitral, donc on appuie sur du muscle, ou sur ce qui reste de muscle, donc c'est des tissus extrêmement friables et fragiles, donc je pense que... Je suis bien d'accord avec vous. Il faut voir à long terme ce que ça va donner. Voilà. Si vous avez des questions. Juste une courte question à Benoît, je ne sais plus où il est. Est-ce que le foramen ovale que nous a montré Lucille peut gêner et orienter le guide à tout prix dans cet orifice, ou est-ce que, indépendamment, vous pouvez ponctionner où vous voulez? Ah non, il ne gêne pas, mais je pense qu'il ne faut pas l'utiliser. C'est nous, on a envie de l'utiliser. Non, ça ne gêne pas, mais on a envie de l'utiliser, c'est tout. Nous, ça t'évite de ponctionner, mais ça n'empêche pas de faire le transseptal ailleurs, non. Est-ce que dans cette pièce, par exemple, dans la localisation de cette fuite, il n'aurait pas été mieux adapté, il ne serait pas mieux adapté de passer par voie transapicale? Peut-être. La réflexion, là, le débat là-dessus, est-ce qu'il y a certaines, en fonction de l'anatomie de la fuite et de sa localisation, est-ce qu'il y a certaines fuites où il faut aller d'emblée par voie transapicale? Peut-être pour des grosses fuites septales, c'est peut-être ce qu'il faut faire. J'en sais rien. Si on en est là pour en débattre. Et d'autres localisations plus punctiformes, etc., s'y prendre par voie transseptale. Moi, ce que j'ai tendance à dire aux patients, on en est un peu là, c'est qu'on essaye la voie transseptale, mais il y en a où il ne faudrait peut-être pas l'essayer, que le principal risque, c'est tout de même un risque d'échec, et dans ce cas-là, on fera une voie transapicale. Si les gens sont prévenus, c'est quelque chose qui est jouable. Mais il y en a peut-être où il faut aller d'emblée à la voie transapicale. Merci Benoît.